La chaîne qui rassemble. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'université en Côte d'Ivoire est fermée depuis le 19 avril 2012. Les étudiants, pourquoi ne pas le dire, les étudiants se tournent quelque peu les pouces en regardant le temps passé, le temps qui ne reviendra plus. Les parents d'élèves sont angoissés, les enseignants ne le sont pas moins. Les étudiants, eux, sont tourmentés. Les autorités ne peuvent pas dire qu'elles ne sont pas préoccupées par la situation. Et c'est très anxieux que nous allons à la rencontre du 3 septembre 2012, date prévue pour la réouverture des amphithéâtres. Que nous réserve ce rendez-vous? Que nous réserve les jours qui arrivent? Voici une idée de nos préoccupations. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Bonsoir, M. Fofana Lassine. Je voudrais vous remercier d'être là ce soir pour nous éclairer sur ce qui semble quelque peu confus dans notre esprit, sur l'enseignement supérieur. Et pour vous interroger, nous avons appelé Elvis Koyo de Fraternité Matin. Nous avons aussi appelé Guillaume Bateau de Notre Voix. Ce soir, essentiellement, ce sont trois points qui vont nous intéresser. C'est l'université publique de façon générale, les autres universités et les grandes écoles, et nous allons nous intéresser à la recherche scientifique. Les détails, nous verrons ensemble. Monsieur le ministre, la première question tout de suite. Pourquoi vous avez décidé de faire fermer l'université? Est-ce qu'elle était aussi décadente au point d'être fermée? Merci, M. Fofana Lassine. Pourquoi le gouvernement a-t-il décidé de fermer l'université le 19 avril 2011 au lieu de, et pas le 19 avril 2012? C'est plutôt le 19 avril 2011 que l'université a été fermée. En fait, cette fermeture est venue plutôt formaliser une fermeture qui était déjà de fait. Vous savez très bien qu'avant le 19 avril 2011, notre université avec grand U fonctionnait comme vous le savez, c'est-à-dire des années académiques en dents de scie. Dans la même université, certaines UFR étaient en 2008-2009, d'autres en 2005-2006 et ainsi de suite. Donc notre université ne fonctionnait pas réellement. Puis est venue la crise post-électorale, qui a conduit à ce que nous savons tous, à savoir les actes de vandalisme à grande échelle, le pillage, la dégradation de quelques infrastructures dont nous disposions encore. Ces dégradations sont allées jusqu'à l'éventrement des murs des infrastructures pour extraire les fils électriques. C'était de la pure méchanceté, je dis cela au passage. Donc le gouvernement a décidé courageusement de fermer les universités de Cocody et d'Abobo-Adjamé, qui ont été, soit dit aussi au passage, des théâtres de combat, juste pour permettre que notre université renaisse de ses cendres. Voilà donc pourquoi la décision a été prise. C'était une décision courageuse, une décision douloureuse, mais qu'il fallait prendre. Aujourd'hui, nous voyons à peu près ce qui se passe. En prévision de la prochaine rentrée, nous allons en parler. Et lorsque vous avez fermé l'université, qu'est-ce que vous avez fait tout de suite? Lorsque nous avons fermé les universités, nous avons d'abord commencé par l'assainir, par assainir l'environnement. Je ne vous apprends rien en vous disant que l'université de Cocody comportait des villages au vrai sens du terme. C'est-à-dire des communautés d'hommes et de femmes avec des chefs à leur tête. Ces villages cohabitaient avec les amphis, avec les laboratoires, avec les salles de cours. Abobo-Adjamé était exactement dans la même situation, où également il y avait de véritables villages. Donc nous avons commencé par assainir l'environnement, et puis nous avons fait en sorte que les travaux plus importants soient engagés au plan des infrastructures, au plan des équipements, mais également et surtout
au plan académique, pédagogique et scientifique. Donc voilà ce que nous avons entrepris immédiatement. On le constate, hein, il y a une réhabilitation qui est en cours. C'est de ça qu'on va parler d'abord. La réhabilitation, où est-ce qu'on en est? La réhabilitation, chacun peut se promener sur sur le site des différentes universités pour constater à quel niveau se trouvent les travaux de réhabilitation. J'ai pu dire qu'Abobo Adjamé est quasiment prête. L'ex-ESIE de Bergerville, qui était devenu un véritable prétexte pour des prédateurs, j'utilise bien ce terme-là, prédateur. Pas trop fort comme terme. Non, le terme n'est pas fort puisque l'ex-ESIE avait été acquise en 2004 par l'État de Côte d'Ivoire pour 2 milliards environ et mise à la disposition de l'Université de Cocody. Et chaque année, l'Université de Cocody disposait sur son budget de 500 millions pour procéder à la réhabilitation de l'ex-ESIE. De 2004 à 2010 ou 2011, on sait dans quel état se trouvait cette école. Aujourd'hui, l'ex-ESIE renaît de ses cendres. Tous les travaux sont quasiment terminés, y compris les résidences pour les 288 étudiants. Donc, vous pouvez également vous rendre à l'ex-ESIE pour constater cela de visu. À Cocody, tout près de nous, il peut plaire à chacun d'aller faire un tour pour constater l'ampleur des travaux qu'il a fallu faire et à quel stade se trouvent ces travaux. Les travaux avancent bien. Je suis sur le terrain chaque jour, au moins 2 fois, le matin et l'après-midi en descendant du travail. Donc, les travaux se passent très bien. Mais vous êtes optimiste, mais monsieur le ministre, c'est que la première information que nous avions, les travaux devaient prendre fin le 18 mai. Les travaux devaient prendre fin le 18 mai. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. À une condition cardinale, que les études qui étaient préalables au démarrage des travaux finissent à temps pour que les travaux puissent commencer. Malheureusement, ces études qui devaient démarrer suffisamment tôt, malheureusement ne l'ont pas été, et elles ont été conduites par le BNET. Donc c'est ce qui a impacté sur le délai, mais dans tous les cas, la date du 3 septembre que nous avons indiquée comme date de rentrée, elle sera respectée. C'est le plus important. C'est donc le 3 septembre. Le 3 septembre. Alors, oui, Guillaume Batou. Monsieur le ministre, on va revenir sur les réhabilitations tout à l'heure, mais revenons à la décision de fermeture de l'université. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que cette décision a un fondement plus idéologique et qu'elle était inspirée par vos alliés français qui ne sont pas... Mais je ne sais pas où est-ce que vous allez chercher. Est-ce que je peux terminer la question? Allez-y. Merci, monsieur le ministre. Mais je suis pressé d'y répondre. Oui, mais je vais terminer, j'aurai déjà fini. Alors, que répondez-vous à ceux qui pensent que cette décision est plus idéologique, inspirée donc, je disais, par vos alliés français, qui ont toujours eu du mal à laisser les Africains se déterminer, en tout cas par rapport à leur avenir? Bon, alors, moi, je ne suis pas un ministre français. Je ne suis pas là pour diriger le département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans l'intérêt de la France. Je ne sais pas où est-ce que ceux qui disent cela vont chercher de tels arguments, pour ne pas dire de tels prétextes. La décision de fermer les universités de Cocody et d'Abobo Adjamé est fondée par ce que je viens de vous dire. Ces universités, en réalité, ne fonctionnaient pas du tout. Je vous dis que dans certaines UFR, on était en 2005-2006, dans d'autres en 2007-2008, dans d'autres en 2008-2009, dans la même université. Est-ce que vous pensez que cela est concevable dans une université digne de ce nom? Alors, la décision qui a été prise, elle n'a été inspirée par personne. La Côte d'Ivoire est un pays indépendant. Et les décisions que le gouvernement ivoirien prend sont des décisions qui sont prises dans l'intérêt des Ivoiriens et par des Ivoiriens. Alors, ceux qui prétendent que ce serait la France qui a inspiré cette décision, bon, mais écoutez, qu'ils continuent à regarder dans le rétroviseur sur les restes de leur combat anticolonialiste, anti-impérialiste. Nous sommes en 2012,
la Côte d'Ivoire est un pays indépendant et le gouvernement prend les décisions en fonction des intérêts de la Côte d'Ivoire. Justement, monsieur le ministre, quand vous dites que l'université ne fonctionnait pas et que certaines facultés étaient encore en 2005, on est un peu surpris parce que vous-même vous êtes en poste depuis pratiquement 2006. Ce discours est un peu surprenant. Ce discours peut surprendre, mais pour ceux qui n'entendent pas et pour ceux qui ne voient pas. Pour ceux qui regardent et qui ne voient pas, pour ceux qui écoutent, qui n'entendent pas. Ce discours peut surprendre. Alors, je vais vous dire que le président de la République s'appelait Laurent Gbagbo. Et que le président Laurent Gbagbo, chercheur de son État, en tout cas c'est ce qu'il a toujours prétendu et c'est ce que vous avez toujours prétendu à sa suite, malheureusement, pendant 10 ans, je ne vois pas le seul acte que le président Laurent Gbagbo a autorisé à poser dans l'intérêt de l'enseignement supérieur, dans l'intérêt de la recherche scientifique. J'ajoute, pourquoi vous n'avez pas démissionné? J'ajoute Guillaume Bateau, que j'ai tenté de faire mentir ceux qui disent que le chef n'abandonne jamais sa manière de s'asseoir. J'ai engagé des travaux à l'IHA de Treichville. Est-ce que vous connaissez l'IHA de Treichville? Institut d'histoire, d'art et d'archéologie africain. Le seul institut dans lequel le président Laurent Gbagbo a travaillé. Le seul institut qu'il a dirigé, c'est la seule expérience de gestion qu'il a eue dans sa vie avant d'aller à l'étranger. J'ai engagé des travaux. J'ai tout fait pour que le président de la République vienne s'approprier ces travaux. Du début à la fin, le président n'a pas accepté une seule fois de venir à l'IHA juste pour voir ce que nous avons entrepris. Donc voilà les conditions dans lesquelles nous avons travaillé. C'est aussi simple. D'accord. Alors, oui, Elvis Goyo. Oui, monsieur le ministre. Sur la réhabilitation. Oui, justement. Monsieur le ministre, vous avez déjà fait l'état des lieux. Est-ce qu'on peut savoir combien ça coûte, les travaux que vous avez engagés? Alors, avant d'arriver à votre question, Guillaume Bateau a posé une question. Pourquoi n'ai-je pas démissionné? Oui, c'est important. Je n'ai pas démissionné parce que je ne suis pas rentré dans ce gouvernement comme on entre dans un gouvernement normal. J'ai été coopté par un parti politique qui est le RDR, dont le président est aujourd'hui président de la République. Ce n'est pas faute d'avoir envie de démissionner que je n'ai pas démissionné. Je n'ai pas démissionné parce qu'il n'en allait pas de l'intérêt de mon parti qu'un ministre démissionne parce que nous étions en mission. Nous avons fait ce que nous avons pu. Chaque fois que j'ai pu faire avancer des dossiers, je les ai fait avancer malheureusement. Ceux que je n'ai pas pu faire avancer sont les plus nombreux. Peut-être à votre appréciation. Cela dit, à votre appréciation. Cela dit, les travaux actuellement en cours ont coûté, ou du moins vont coûter 67 milliards 800 millions de francs CFA. 67 milliards 800 millions de francs CFA, ce n'était pas le chiffre qui avait été dit auparavant. 67 milliards 800 millions de francs CFA, c'était moins que cela, oui, parce que n'avaient été pris en compte que les travaux de Cocody et d'Abobo Adjamé. Se sont ajoutés les travaux de Boaké, à Boaké, les travaux à Korogo, à l'URES de Korogo, les travaux à l'URES de Daloa, puis les équipements qui n'avaient pas été comptabilisés au moment où on faisait la première évaluation. Donc, c'est l'ensemble des travaux, y compris les équipements, qui coûtent 67,8 milliards de francs CFA. Je voudrais revenir en arrière, juste un détail, la date du 3 septembre que vous avez annoncée, vous êtes sûr que nous allons la tenir? On a toutes les garanties. Mais, écoutez, je ne suis pas en train de vous raconter des contes, de vous raconter des histoires, juste pour contenter les Ivoiriens, juste pour contenter l'opinion publique nationale et internationale. Non, soyez rassurés, on a les mêmes soucis que vous, de savoir qu'on pourra rentrer. C'est sur la base de simulation. Sur la base de simulation. À partir de la date de démarrage des travaux que nous avons arrêté, la date du 3 septembre. Et il n'y a absolument
à la date d'aujourd'hui, rien qui puisse me faire changer de position. Dans tous les cas, pour nous, c'est une décision, nous faisons en sorte que cette décision... Alors nous retenons cette date-là, mais Monsieur le ministre, lorsque vous dites la rentrée le 3 septembre, il s'agit de quoi exactement? Est-ce que cela veut dire que les étudiants reprendront les cours, ou bien c'est une rentrée officielle? Qu'est-ce qui va se passer exactement ce qui va le 3 septembre? Ce qui va se passer, c'est un ensemble de choses. Nous allons commencer véritablement la rentrée à partir du 31 août. 31 août. 31 août, 1er septembre, 2 septembre, 3 septembre. En quoi ça va consister? En des festivités, de manifestations scientifiques et festivités pour annoncer la rentrée ou pour annoncer la remise officielle des clés des universités aux présidents qui sont là à ma droite, leur remettre les clés et en leur disant que désormais ils peuvent procéder à la rentrée le jour qu'ils veulent, mais il faut que cela se fasse en septembre pour toutes les universités, de sorte que à partir de cette rentrée, on sache quand est-ce qu'on fait la rentrée et quand est-ce qu'on va en vacances. Alors, si cette question, Monsieur le ministre, excepté Abidjan et Cocody et Abobo-Adjamé, il y a d'autres universités qui ont fonctionné tout de même. Est-ce que la rentrée aura lieu à la même date pour toutes ces universités? La rentrée aura lieu exactement à la même date dans toutes les universités. C'est-à-dire, à partir du 3 septembre, nous allons remettre la clé officiellement aux universités qui étaient fermées, mais celles qui ne l'étaient pas. Formellement, l'étaient de fait. Je vais parler de l'université de Boaké, qui, vous le savez, était délocalisée à Abidjan, écartelée entre plusieurs sites, certains cours étant dispensés à Gitel, d'autres dans d'autres structures d'enseignement supérieur. Donc, lorsque nous avons pris la décision de les ramener à Boaké, évidemment, cela a impacté sur leur fonctionnement. Aujourd'hui, les enseignants, le personnel administratif et technique, tous les étudiants sont en train d'aller à Boaké. Donc le 3 septembre va marquer la rentrée pour toutes les universités, y compris les deux URES de Korogo et de Daroa. Monsieur le ministre, on va se retrouver avec 3 voire 4 générations d'étudiants. Comment est-ce qu'on va les insérer, tous ces étudiants? Comment est-ce qu'on va insérer les 3 générations d'étudiants, peut-être même, pourquoi pas 4 générations, quand on va ajouter celle qui va sortir cette année? Mais, écoutez, nous avons fait des simulations qui nous amènent à considérer, qui nous amènent à être optimistes. D'abord pour Cocody. Cocody, pour ceux qui sont allés à l'université de Cocody, et ils ont dû constater que de nouvelles infrastructures sont en construction. Certains dont du district d'Abidjan. Ces infrastructures auront une capacité d'accueil, disons, d'environ 8000 étudiants. Quand on fait nos calculs, sur la base d'une rotation des étudiants dans les différentes infrastructures, on pourra à Cocody vraiment accueillir encore de nouveaux étudiants sans que les capacités explosent. Boaké, il en est de même. Boaké, nous avons cru que le campus 2 était perdu définitivement, mais allez à Boaké aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que le campus 2 est également pris en compte dans les travaux et commence à faire peau neuve. Abobo-Adjamé. Abobo-Adjamé, vous savez que sur le site d'Abobo-Adjamé était logé également l'université de Boaké, qui laisse donc des amphis, des salles de cours, des salles d'études. Donc à la prochaine rentrée, c'est vrai, il y aura un peu de bousculade, mais nous sommes, vous avez 4 générations de bacheliers. Nous sommes optimistes, d'autant plus que à cette rentrée, nous allons utiliser massivement les TIC, les technologies de l'information et de la communication. Nous pourrons faire des visioconférences. Et il y a la mise en place de véritables campus numériques sur le site de Cocody, mais également ailleurs. Donc tous ces moyens mis en œuvre
nous permettent de considérer qu'à la prochaine rentrée, les soucis que nous avons actuellement ou les préoccupations que nous avons actuellement seront prises en compte pour que la rentrée se passe dans les meilleures conditions. Avant de vous donner la parole, Guillaume Bateau, combien ils sont aujourd'hui les étudiants ivoiriens? Y a-t-il un chiffre? Les étudiants ivoiriens, on ne peut pas sérieusement indiquer un chiffre qui soit sûr, parce que dans nos universités, surtout à Cocody ici, nous avions une véritable faune qui était une véritable faune qui était donc sur le campus, composée à la fois d'étudiants, de non-étudiants, d'anciens étudiants qui ne voulaient pas sortir du campus, qui occupaient les places, ainsi de suite. Donc, les statistiques approximatives dont nous disposions faisaient état de 70 000 étudiants pour Cocody seulement. Cocody, 70 000 étudiants. Nous sommes en train de passer tout cela au peigne fin pour arriver à quelque chose de beaucoup plus sérieux. Bon, dans les autres universités, les choses étaient, j'allais dire, beaucoup moins alarmantes. Grosso modo, 150 000 étudiants pour les différentes universités, grosso modo. En 50 000 étudiants, j'en profite pour dire, dernièrement on a entendu qu'il y a un nettoyage, j'utilise le mot, il y a un nettoyage, il y a pratiquement 6 000 étudiants, vous avez utilisé le terme irrégulier, qui seront mis à la porte. Oui. 6 000 étudiants mis à la porte. Écoutez, là-dessus, je voudrais être clair. Le ministre que je suis, avec tout le pouvoir qu'on peut me prêter, n'a pas vraiment le pouvoir de mettre des étudiants à la porte. Les universités ont la personnalité juridique et l'autonomie financière, ce sont des EPN. Les décisions se prennent dans des instances qui sont dans les universités. Alors, les 5800 étudiants dont vous parlez ont été identifiés par le service de scolarité, qui ont une durée de présence effective continue dans les universités allant de 10 à 20 ans, voire plus, sans avoir la licence ou en tout état de cause la maîtrise. C'est-à-dire 2 fois, quelquefois, la durée pour passer un doctorat. Alors, Monsieur le ministre, comment est-ce possible qu'on puisse faire 20 ans sur le campus, j'ai envie de dire, pendant que vous êtes là? Non, ce n'est pas le ministre qui gère. Ce sont les présidents. A posteriori, c'est vous, monsieur le ministre, vous avez les autorités. Non, ce sont les autorités. Ce que les autorités universitaires ne portent pas à la connaissance du ministre que je suis, malheureusement, reste inconnu du ministre. Mais lorsque les autorités nous ont saisis pour nous dire que 5800 étudiants, 5800 étudiants, à l'université de Cocody, je précise, 5800 étudiants ont une durée une durée de présence effective et continue à l'université de Cocody qui va de 10 à 20 ans, voire plus. Bon, nous leur avons dit comment cela peut-il se faire. Alors la réponse, c'est que les étudiants arguent de ce qu'ils bénéficient lorsqu'ils sont en licence de ce qu'ils appellent le parapluie atomique. Mais moi, je considère que ce parapluie atomique a atomisé nos infrastructures. Ce parapluie atomique a atomisé les équipements de nos universités. Et que ce parapluie atomique, pour nous, était une véritable honte. C'est-à-dire, c'est la célébration de la médiocrité. Des gens viennent s'installer à l'université à partir de la licence et décident de ne plus y bouger. Ils font carrière. Donc, nous avons demandé au président de prendre leurs responsabilités. Et c'est ce que je suppose qu'ils vont faire, parce que cela relève de leur pouvoir et de leur pouvoir seul. Monsieur le ministre, excusez-moi de vous ramener un peu en arrière. Il n'y a pas de problème. Sur le coût des réhabilitations, nos confrères de la Lettre du Continent ont indiqué il y a quelques jours, sans que vous n'en fassiez un démenti, qu'il y a eu, l'opérateur a demandé une rallonge de 20 milliards. Est-ce que vous confirmez? Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Une rallonge de 20 milliards. Si vous m'expliquez, peut-être que je vais pouvoir vous répondre. Selon la Lettre du Continent, l'opérateur économique qui est en charge donc les réhabilitations aurait demandé et obtenu de l'État qu'il puisse accroître sa dotation de 20 milliards. Bon, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique que je suis, maître d'ouvrage des travaux, avec
la maîtrise d'œuvre assurée par le BNET n'est pas informé de ce dont vous parlez. Peut-être qu'il faudra, je ne suis pas informé, et pourtant je suis en contact quotidien avec le responsable de l'entreprise en question, soit par téléphone, soit sur le terrain, c'est-à-dire pour surveiller donc les travaux. L'opérateur ne m'a jamais parlé d'une rallonge de 20 milliards. Le maître d'œuvre qu'est le BNET ne m'a jamais parlé d'une rallonge de 20 milliards. Et c'est ici, sur ce plateau, que je l'apprends de vous. Mais la presse en a parlé, la presse locale en a parlé sans que le ministère ou ceux que vous citez en face... Ben, je n'ai pas à répondre à tout ce qui se dit, surtout dans votre presse. Non, il n'y a pas que... Moi, je n'en ai pas parlé, je n'ai pas de l'aide du continent. Vous faites votre travail, moi je fais le mien, je n'ai pas à vous répondre. Okay. Très bien. Tout ce que vous dites. Donc, monsieur le ministre, on va donc reparler des 5800 étudiants irréguliers qui seront mis à la porte. J'ai quand même une petite gêne. On dit qu'ils ont fait 17 ans, 15 ans, 20 ans, mais ils ont profité d'un système qui n'est pas établi par eux. Le parapluie atomique dont on parle, vous dites cela fait honte, mais les étudiants n'ont établi aucun système eux-mêmes. Ils profitent d'un système qui existe. C'est pas leur faute. Et aujourd'hui, je suis encore gêné de voir que ces personnes seront mises à la porte sans être accompagnées. Je ne sais pas. On a des craintes quand même. Je ne sais pas ce que vous voulez dire quand vous dites que ils ne sont pas responsables, ces étudiants. Si j'ai la possibilité, après la licence, de rester autant de temps que je veux pour... S'il était dit très clairement qu'on a une seule année à faire... Il y a un arrêté a été pris par le ministre Vaudier. Un arrêté a été pris par le ministre Vaudier qui précise bien les choses. Cet arrêté indique qu'en première année, on ne peut doubler qu'une seule fois. En deuxième année, on ne peut doubler qu'une seule fois. En troisième année, on ne peut doubler qu'une seule fois. De telle sorte que pour arriver à la licence, quand on ne comprend rien à rien, la durée maximum qu'on peut faire, c'est 6 ans. Monsieur le ministre, l'arrêté Vaudier de 1999, cet arrêté existe, cet arrêté n'a pas été abrogé, cet arrêté n'a pas été appliqué par les autorités universitaires, mais les mêmes autorités universitaires aujourd'hui, sans doute parce que la situation y est favorable, décident donc d'appliquer l'arrêté. Et moi, je ne peux que les encourager. Mais il n'y a pas de reproche à ce niveau jusqu'à présent, monsieur le ministre. La seule chose, nous nous inquiétons tous pour l'avenir. 6000 personnes dehors, sans être accompagnées véritablement. Vous ne pensez pas que c'est... Je ne sais pas de quel accompagnement vous parlez, ou bien... Il n'y a pas eu de période de transition pour y réfléchir, non. La décision effective tout de suite. Non, monsieur Fofana Lansile, oui. Écoutez, cela ne relève pas ni de vous, ni de moi. Il y a des gens que l'État a désignés pour faire ce travail, ce sont les présidents des universités. Oui, tout à fait, monsieur le ministre. Quand nous constatons, nous attirons aussi leur attention sur cela. Il y a 6 000 personnes quand même qui seront... À partir de ce moment, je considère pour ma part que ce n'est pas parce que l'arrêté n'a pas été appliqué pour 1001 raisons qu'il ne doit pas s'appliquer lorsqu'on trouve qu'il y a intérêt à l'appliquer. Je ne veux pas qu'on accorde, c'est pas moi, une prime à la médiocrité en se posant 1001 questions, notamment la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire à l'endroit de ces étudiants dont certains ont 17 ans, 20 ans, 25 ans, je dis bien 25 ans à l'université, mais vous deviez, vous et moi, nous devions normalement encourager les autorités universitaires à nettoyer les étudiants. Oui, on fait les deux à la fois. Non, voilà. On fait les deux à la fois, monsieur le ministre. Voilà. Oui, Guillaume Bateau. Oui, monsieur le ministre, sur la question justement, est-ce que c'est de qualité de cœur que quelqu'un reste à l'université 25 ans? La logique aurait voulu chercher un travail. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un problème et que ce problème-là, peut-être que les responsables des universités ne l'ont pas peut-être dit, comme ils ne peuvent pas vous communiquer toutes les informations. Parce que c'est curieux que quelqu'un veuille rester à l'université 25 ans. La logique, c'est qu'il a cherché à travailler. Quel est le problème? Mais quand on ne va pas à l'école, Guillaume Bateau, quand vous et vos amis, ou bien vos amis et vous avez encouragé certains de nos jeunes frères, de nos jeunes sœurs, à faire de la politique, ou
du syndicalisme politique, au lieu d'aller à l'école, évidemment, le résultat, c'est que bon, ces gens passent 17 ans à l'université. Au lieu d'aller en classe, au lieu d'aller dans les amphis, ils battent les pavés, ils sortent avec des sifflets pour un oui, pour un non, ils font sortir tout le monde. Ben, ce sont tous ceux qui se sont laissés entraîner par cette vague, qui se retrouvent aujourd'hui rattrapés par l'histoire. C'est aussi simple, c'est pas. Alors, monsieur le ministre, si je vous suis bien, vous avez parlé de politique à l'école. C'est une allusion plus ou moins à la FESI. Oui, je le pense à la FESI. Est-ce que, monsieur le ministre... Le c'était sous section du PDCI. Oui, Guillaume Bateau. Puisque, monsieur le ministre, vous... L'idée a été évoquée une fois. Est-ce que la FESI sera dissoute? Bon. L'idée a été déjà évoquée à plusieurs reprises. La FESI a été accusée de beaucoup de choses. Prouver ou non prouver, c'est pas là la question. Est-ce que la FESI sera dissoute? Je n'ai pas pointé un doigt accusateur sur quelque organisation que ce soit. Mais je note tout simplement qu'au lieu d'aller dans les amphis, au lieu d'aller dans les laboratoires, au lieu d'aller dans les salles de TD, dans les salles de TP, des étudiants ont décidé de faire du syndicalisme et du syndicalisme politique. Et ce faisant, ont entraîné beaucoup d'autres. La conséquence, c'est que 5800 d'entre eux sont aujourd'hui en situation totalement irrégulière. C'est ce que j'ai dit. Bon, cela nous avons compris parfaitement. Maintenant, la FESI, sa dissolution, ma position, vous la connaissez. J'ai dit que je suis contre aujourd'hui, je suis contre demain, je serai contre après-demain, la dissolution de quelque organisation syndicale que ce soit. Parce que pour moi, premièrement, c'est contraire à la Constitution. Deuxièmement, c'est non productif. On peut dissoudre une association aujourd'hui, qu'elle va se reconstituer sous une autre appellation et continuer les mêmes pratiques. Alors à quoi ça a servi? Il faut traiter le problème à la racine. C'est ce que nous faisons. Oui, Elvis. Oui. Je voudrais revenir un peu sur la rentrée académique. Je crois vous avoir entendu dire en d'autres lieux que l'URES de Daloa et de Korogo seront transformés en université. Où est-ce qu'on en est au niveau de cette transformation? Alors, la transformation des deux URES, unités régionales d'enseignement supérieur de Daloa et de Korogo, va se faire de deux manières mais combinées. D'abord, c'est par les textes, c'est-à-dire qu'il faut prendre un décret pour dire que l'URES de Korogo et l'URES de Daloa sont désormais des universités de plein exercice, avec tout ce que cela implique. Un président à la tête, des vice-présidents et tous les autres organes, avec bien sûr toutes les attributions qui sont celles d'une université. La deuxième étape, c'est faire en sorte que ces universités répondent aux normes internationales de création d'une université, c'est-à-dire en termes d'infrastructures, en termes d'équipement, en termes de filières de formation, d'enseignants avec les différents profils. Donc nous avons engagé les deux mouvements en même temps, à savoir l'adoption de décrets. Nous avons donc fait des projets de décrets qui ont été déposés sur la table du gouvernement, qui vont être débattus. Et nous avons à Daloa comme à Korogo identifié des infrastructures additionnelles, surtout à Korogo. Quant à Daloa, ces infrastructures actuelles sont utilisées seulement au tiers de leur capacité. Donc nous faisons en sorte qu'après la réhabilitation à Daloa, bon, vraiment les choses puissent aller le plus rapidement possible. Dès que les décrets sont pris, ces universités pourront devenir, d'ailleurs plus tôt que prévu, ces URES pourront devenir plus tôt que prévu des universités. Donc voilà ce que nous faisons. Et l'idée des villes universitaires tient toujours? Sur quelle échéance? Ça c'est autre chose. Oui. La création de villes universitaires, c'est une instruction du président de la République. Oui, expliquez-nous, monsieur le ministre, comment ça va fonctionner. Qui considère qu'en 2012, un pays comme la Côte d'Ivoire, qui se veut la locomotive de la sous-région ouest africaine, qui entend prendre sa place de locomotive de la sous-région ouest africaine et pourquoi pas même de l'Afrique, se doit de se doter d'une université à l'image des grandes universités européennes.
Donc le président nous a instruit de créer une ville universitaire à environ 80 km maximum d'Abidjan. Ce sera donc une université, telle qu'on connaît les universités, autour, pourquoi pas, des industries qui vont donc être les lieux d'expérimentation donc des enseignements ou bien des recherches qui sont effectuées dans les universités, mais également autour de l'université et de ses infrastructures vont se développer donc d'autres choses, d'autres activités. Ce sont des activités commerciales, c'est toute une vie qui va s'organiser. Alors là-dessus, nous avons fait la première partie du travail qui est l'identification du site. Nous avons identifié un site à Songon qui fait environ 300 hectares. Nous avons identifié un autre site à Eloka, pas loin de Bergerville, qui fait environ 500 hectares avec possibilité d'extension sur des îles avoisinantes. Nous avons également identifié un autre site à Diaké qui fait 700 hectares mais avec possibilité d'extension jusqu'à 1000 hectares et possibilité également donc d'avoir accès à la lagune. Et le dernier site que nous avons identifié se trouve à 77 km d'Abidjan, donc à 7 km de Sikensi, en bordure d'autoroute. Alors de tous ces sites, celui pour lequel nous pensons, c'est le site d'Adiaké. D'abord le terrain, un très beau terrain. Ensuite, la population, les autorités administratives d'Adiaké ont fait carrément une pétition afin que ce soit à Adiaké qu'on implante donc cette ville universitaire. Et récemment, lors d'une audience qui nous a été accordée par le Premier ministre, il nous a fait voir également d'autres atouts qu'Adiaké a par rapport donc aux autres sites. Donc au jour d'aujourd'hui, les travaux de reconnaissance donc, de ce site sont terminés. Nous allons passer à autre chose. Oui, à propos de ville universitaire, il me souvient que le président de l'université de Bouaké porte le même projet, puisqu'il l'a confié il y a peut-être 2 ou 3 ans déjà. Est-ce que vous allez l'accompagner dans ce projet? Pour le moment, le président de l'université de Bouaké a bien d'autres soucis. C'est commencer la rentrée 2012, le 3 septembre, comme ses autres collègues présidents des autres universités. Le président de l'université a l'ambition donc de construire ou de faire construire l'université de Bouaké sur son site que je qualifierais de site originel, c'est-à-dire à l'entrée de Bouaké, dans la zone où se trouve la forêt des Tecs. Bien. Alors, cela ne va pas prendre 1 an, cela va prendre un peu plus d'1 an. Cette université, il l'a baptisée Bouaké-la-Neuve. C'est une ambition. Nous allons évidemment l'accompagner. Je peux vous dire qu'il a été reçu aujourd'hui par le président de la République, qu'il a assuré du soutien de l'État de Côte d'Ivoire, mais qu'il a assuré de son soutien personnel pour, j'allais dire, atteindre tous les objectifs que lui, président, assigne à l'université de Bouaké. Oui, Monsieur le ministre, excusez-moi de vous ramener encore à la question des réhabilitations. On est un peu curieux de savoir pourquoi dans ce marché, tous les acteurs procédent par des grilles à gré au lieu des appels d'offres. Est-ce qu'il y a une raison qui explique cela? Merci Guillaume Bateau. Rassurez-vous, je ne vais rien vous cacher. Merci monsieur le ministre. Comme vous me connaissez, je ne vais rien vous cacher. On n'a pas fait du gré à gré classique. Ensuite, nous sommes arrivés à l'attribution du marché à l'opérateur SIMDCI à la suite d'un processus. Nous avons recherché des partenaires parce que le gouvernement nous avait instruit de faire tout pour nouer des partenariats publics-privés.
Bien, nous avons donc recherché des partenaires. Nous en avons eu certains. Et ceux que nous avons eus, malheureusement, n'ont pas brillé par le sérieux de leur projet. Il y en a un dont je ne vais pas citer l'identité, dont je ne vais pas donner l'identité, qui nous a même dit que l'université de Cocody, à son emplacement actuel, devait être détruite parce que il aurait fait il aurait sondé le sol au niveau des résidences pour découvrir des lots à 80 cm et qu'il ne servirait à rien de réhabiliter cette université, il fallait en construire une nouvelle sur un autre site. Je passe sur les autres. Donc nous nous sommes retrouvés donc, dans l'impasse à un moment donné, lorsque l'opérateur SIMDI est venu nous contacter pour nous proposer un schéma. Quel est ce schéma? L'opérateur SIMDCI nous a dit, Monsieur le ministre, nous sommes un groupe d'hommes d'affaires, chacun est capable de mettre 2 milliards sur la table avant de commencer les travaux. Et si nous avons donc ce marché, nous allons préfinancer, l'État va nous payer bon, quand il voudra et quand il pourra. Mais nous sommes un certain nombre d'opérateurs, 5, 6 opérateurs, chacun est capable de donner 2 milliards tout de suite pour commencer les travaux. Donc nous allons créer un consortium. Ce consortium va s'appuyer sur toute une foule de petites entreprises, de petites et moyennes entreprises, de tâcherons à la base. Cela va créer entre 2000 et 3000 emplois par ce temps qui court. Donc c'est ainsi que l'opérateur a été reçu par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'enseignement supérieur au cabinet du ministre. Nous l'avons écouté, il a expliqué son projet, il a expliqué, il a détaillé son schéma, nous avons été convaincus et nous avons donc proposé que cet opérateur soit adjudicataire. Et nous nous sommes informés auprès des marchés publics, sur la question de savoir comment techniquement nous pouvions attribuer ce marché de cette manière à ce consortium sans tomber sous le coup des dispositions du marché public. Et donc nous avons été rassurés d'être peut-être limite, mais d'être en mesure donc de passer ce marché. Voilà les choses. Il y a des écrits, tout a été consigné par des documents. Très bien. Monsieur le ministre, puisqu'on parle de réhabilitation, les résidences universitaires, quand est-ce qu'on va les mettre à la disposition des étudiants? Il y a une date précise? On avait compris que les résidences universitaires seront privatisées. Bon, j'ai entendu... on devrait vérifier tout cela auprès de vous. Non, non, j'ai entendu cette petite histoire-là aussi, à savoir la privatisation. L'histoire, la vraie, c'est quoi, monsieur le ministre? Les résidences universitaires. Non, la réalité, c'est que les travaux de réhabilitation actuellement en cours ne concernent que les résidences qui sont sur le campus. Quant aux autres résidences, c'est-à-dire tout près de nous ici, Château d'Eau, communément appelé Cité Rouge, Mermoz, plus loin, Williamsville, 220 logements à Bobo, Port-Boué, la Riviera 2, elles n'ont pas été comprises donc, dans ces travaux de réhabilitation. Les études n'ont même pas encore pris fin. Les études pour déterminer les travaux à effectuer, pour déterminer à plus forte raison le coût des réalisations de ces travaux. Bien. Alors donc nous avions dans un premier temps pris une option, c'était de faire en sorte que des privés qui seraient triés sur le volet, sélectionnés de façon rigoureuse sur la base de critères très exigeants, puissent procéder à la réhabilitation de ces résidences, les exploitent, mais sur la base d'une convention entre ces privés et le CROU d'Abidjan, pour les résidences qui sont à Abidjan. Nous avons lancé l'opération pilote avec la Cité Rouge, mais en cours de chemin,
le gouvernement nous a instruit d'arrêter tout et de lancer un appel à manifestation d'intérêt. C'est ce que nous avons fait. Cet appel à manifestation d'intérêt est paru dans tous les journaux. Je crois même qu'il est paru dans leur voix. Et dans donc, notre voix, monsieur le ministre. Non, dans leur voix. C'est un donc, consacré. Non, dans leur voix. Donc, cet appel à manifestation d'intérêt a été publié par leur voix. Bien. Malheureusement, à la date d'aujourd'hui, on ne peut pas dire que les opérateurs privés se soient bousculés donc pour venir prendre ces résidences, faire les travaux de réhabilitation et ensuite faire l'exploitation de ces résidences. De sorte que nous sommes revenus en arrière pour proposer à nouveau que ce soit l'État lui-même qui prenne en charge la réhabilitation de ces résidences. Mais pour ce faire, il faut que les études soient conduites à bonne fer pour déterminer l'ampleur, la nature des travaux à effectuer, mais aussi les montants donc, qui vont être engagés. Monsieur le ministre, pour les deux sites des universités d'Abouadjamé et de Cocody, on en est déjà à 67 milliards. Non, pas les deux sites. Pas les deux sites. Il faut rectifier vous-même. Oui. Je veux dire Cocody, Abobo-Adjamé, Bouaké, Korogo, Daloa. Ça fait donc 67 milliards 800 millions. Alors, si on ajoute la quinzaine de résidences universitaires sur Abidjan à ces rythmes, est-ce que vous ne craignez pas que le budget national y passe? Écoutez, c'est un choix. Si vous avez donc, vous et vos amis, j'allais dire des solutions... Vous êtes un de nos amis? Oui, bien sûr, je suis un de vos amis, mais bon... je connais une limite à notre amitié. Bien. Donc, oui. Donc, si vous pouvez nous faire une proposition plus efficace, plus réaliste, vous savez très bien que je ne suis pas dogmatique. Malheureusement, je ne suis pas au gouvernement. Malheureusement, vous n'êtes pas au gouvernement. Bon, mais vous avez été invité. Alors, monsieur le ministre, nous allons aborder deux points à la fois. Ouais. Les frais d'inscription à l'université. Aujourd'hui, nous sommes à 6 000 francs CFA. C'est ça. Les informations que nous avons eues nous disent que ces frais vont passer à 50 000 francs CFA. C'est ça. Et que depuis 2 ans, il y a des discussions dans ce sens. Vrai ou faux? Bon, est-ce que la rentrée prochaine, les étudiants paieront 50 000 francs CFA ou bien ils resteront à 6 000 francs CFA? Écoutez, j'ai failli vous dire, les présidents des universités sont là, qui peuvent répondre eux seuls à cette question. Et qu'est-ce qu'ils vous ont donné comme information? Malheureusement, c'est vous ceux qui avez le micro. D'abord parce que c'est eux qui ont le pouvoir de fixer, conformément au décret qui crée les universités, donc les droits d'inscription. Ensuite, parce qu'il y va de leur propre intérêt de pouvoir disposer de ressources additionnelles par rapport au budget de l'État. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les 6 000 francs qui sont payés depuis 1970 ou 1972 ne correspondent absolument à rien. Autant dire que l'enseignement supérieur dans le public est gratuit en Côte d'Ivoire et on passe à autre chose. Mais si nous voulons que les étudiants contribuent à leur formation, à l'amélioration de la qualité de leur formation, il faudrait que... on encourage les autorités... Vous êtes en train de dire que ça va augmenter. On encourage les autorités à prendre les bonnes décisions. Cela dit, M. Fofana Lassine, nous sommes tous contemporains de ce qui s'est passé avant la crise post-électorale. Le président qui a été élu, comme on sait, à Kengo, à l'université de Cocody, avait déjà décidé de porter les droits d'inscription à l'université de Cocody, en tous les cas, à 50 000. Et cela avait été accepté par les étudiants, cela n'avait pas été contesté par les autorités. C'est vrai que le ministre n'avait pas été contacté. Bon, mais je note tout simplement que le président Akengo avait porté les droits d'inscription à l'université de Cocody à 50 000 francs. J'ajoute, M. Fofana Lassine, que sur cette question, il ne faut pas que nous fassions la langue de bois. Ce n'est pas bon pour les Ivoiriens, ce n'est pas bon pour nous-mêmes qui parlons pour eux. Il ne faut pas qu'on fasse la langue du bois. Est-ce que vous avez peut-être des enfants dans le privé? Si vous n'en avez pas, je vous informe que dans le privé, à la crèche,
la crèche, c'est-à-dire le plus bas niveau, les droits d'écolage là-bas ne se situent pas à 100 000, mais bien au-delà. Dans les écoles privées qui sont alentour ici, les droits d'inscription, ou du moins les frais d'écolage, vont jusqu'à 1,5 million. Ce sont des jeunes Ivoiriennes, des jeunes Ivoiriens qui sont dans ces établissements. Ce sont des enfants d'Ivoiriens qui sont dans ces établissements. Alors, je ne comprends pas. Quand il s'agit du public, évidemment, il y a comme une levée de bouclier pour dire, écoutez, la vie est chère, bon, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Mais quand il s'agit du privé, les mêmes Ivoiriens qui vont inscrire leurs enfants sans resigner, sans, j'allais dire sans hésiter. Monsieur le ministre, c'est le public et le privé ont choisi. Est-ce que le public ont le moins cher? Bien sûr, écoutez, ce sont des Ivoiriens, je vous dis que ce sont des Ivoiriens qui payent ces montants. 1 million, 1,5 million au primaire, on va même jusqu'à 2 millions dans une école que je ne vais pas nommer ici. Pour entrer, bon, il faut 2 millions. Alors, donc moi je pense qu'il faut laisser à nos autorités universitaires le soin d'apprécier la situation et de faire des propositions. Oui, je voudrais vous rassurer d'une chose, monsieur le ministre. Sur ce plateau, on ne vous le reproche pas du tout. Bien au contraire, la question elle est précise. C'est pour être sûr qu'à la rentrée, on va payer 50 000 francs, on ne paiera pas 50 000 francs. Mais moi, je n'en sais rien du tout. Ah, pour le moment, ce sont les autorités universitaires seules qui sont compétentes. Et moi, je vous dis que je serai vraiment à leur côté pour les appuyer dans toutes les décisions qu'ils vont prendre lorsque je serai convaincu que ces décisions vont dans la bonne direction. D'accord, bien sur le même sujet. Oui, sur le même sujet, monsieur le ministre, vous évoquez à l'instant les Ivoiriens qui peuvent payer 2 millions. Monsieur, mais est-ce que vous êtes convaincu que l'Ivoirien moyen, avec les niveaux de salaire qu'on a, y compris dans le privé, peut payer 1 million 500 000 francs pour permettre à son enfant d'aller à l'université? Bon, d'abord, je ne suis pas sûr que ce sont tous les jeunes gens, toutes les jeunes filles, tous les Ivoiriens en âge d'aller à l'université qui vont à l'université. Ça, je ne suis pas sûr. Ensuite, c'est ce qui serait souhaitable. Ensuite, oui, bien sûr, c'est ce qui serait souhaitable. C'est à cela que nous travaillons, mais ce n'est pas ce qui est aujourd'hui. Ensuite, je vous dis, Young Bateau, si vous voulez, vous pourrez faire un sondage. Les universités, les grandes écoles privées, les lycées privés, les écoles primaires privées, où la qualité de la formation est très 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 loin d'être meilleure à celle qui est donnée dans nos universités publiques, affichent des montants de frais d'écolage qui font 10 fois, voire 15 fois le montant des droits d'inscription à l'université. Ce n'est pas tolérable. Alors, monsieur le ministre, on n'a plus que 30 minutes, on va avancer sur un autre point. À l'université, le constat que nous faisons, quelquefois on nomme les présidents, des fois ils sont élus. Qu'est-ce que vous avez retenu? J'ai retenu la loi. La loi dit les deux à la fois? En tout cas, pour ce qui me concerne, ma position personnelle, pour ne pas faire de l'infidélité au droit, est celle qui se trouve dans la loi. Ce que la loi prévoit, article 62 ou 67 de la loi sur l'enseignement, de façon générale, dit que les présidents des universités sont nommés parmi les professeurs titulaires sur proposition du ministre en charge de l'enseignement supérieur. C'est ce que la loi dit. Alors évidemment, nos amis enseignants qui étaient donc au pouvoir, sont venus avec, j'allais dire, des idées, à la limite, que je pourrais considérer comme des leurs. Ils disent, il faut que le président soit élu, soit. Mais ils n'ont pas pris la peine de regarder dans la loi pour y voir que la loi dit qu'il faut que la loi, pour voir dans la loi
que la loi dit que les présidents sont nommés, de sorte à pouvoir modifier la loi avant de prendre un décret. Et ils ont pris en 2001 un décret qui dit exactement le contraire de ce que dit la loi. C'est-à-dire le décret de 2001 dit que les présidents doivent être élus, alors que la loi n'a pas été abrogée. Bon, il y a un souci. Pour ma part, la loi dit que les présidents des universités sont nommés par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur. Monsieur le ministre, là je suis obligé de vous reprendre sur cette loi parce que la loi de 1995 dit que les présidents sont nommés. Il y a un décret en 2001 qui parle d'élection. Franchement, dans la hiérarchie des normes en matière de droit, ça ne peut pas être cela. Hélas, un décret ne peut pas s'imposer à une loi. Hélas, trois fois. Mais je termine par une chose, ça ne s'est pas passé à votre insu. Monsieur C'est ce qui me gêne, monsieur le ministre. Je veux vous rassurer, et avec vous, toute l'opinion publique nationale et internationale sur cette question. Moi, je suis juriste. Ce qui a pu se faire avant moi, soit pourquoi pas. Mais moi, j'ai toujours demandé j'ai toujours fait en sorte que la loi soit respectée, que les textes soient respectés. Malheureusement, je n'étais que ministre. Il y avait un président qui avait ses prérogatives, mais aussi ses préoccupations. Bien. Alors, donc, c'est sur la base donc, de ce décret totalement illégal, pour ne pas dire irrégulier, que les élections ont pu se dérouler depuis 2001 jusqu'aux dernières élections de 2010. Dans ces dernières élections de 2010 ont montré l'ampleur de la forfaiture. Je veux dire par là que cette dame qui est assise juste derrière vous, professeur Ly Ramata, était opposée à Kengo. Bien. Akengo sans aucun droit, c'est-à-dire sur la base du fait. Akengo était fort clos, je dis bien était fort clos, il avait décidé de se présenter et en même temps qu'il se présentait, il avait décidé d'aller également à l'étranger dans le cadre d'un jury du concours d'agrégation. Nous l'avons interpellé, nous lui avons demandé de choisir entre le fait d'être candidat et le fait d'aller donc présider un jury. Il a décidé d'aller à l'étranger pour être membre d'un jury de concours d'agrégation. Et le processus d'élection a été bloqué à cause de Akengo à Cocody. Boaké, il y a eu l'élection, les choses se sont passées bien. Abobo Adjamé, le président élu sortant est là. C'est son vice-président qui a été élu. Et à Cocody, les choses ont été bloquées. Alors, tenez-vous bien, c'est à moi, je le dis, ce n'est pas un secret d'État que je dévoile. Le président a demandé que je fasse en sorte que Akengo soit élu. Alors, ça veut dire quoi? Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les élections n'étaient qu'un cache-sexe, c'était un simple leurre. Et donc c'est un discours qui a été développé. Il faut faire en sorte que les universités soient aux mains des universitaires, mais les universités n'ont jamais été aux mains, entre d'autres mains que celles des universitaires. Alors donc moi je considère pour ma part que pour ce que les élections ont donné de voir, il faut appliquer le texte. Ce que les élections ont donné de voir, M. Fofana Lassile, c'est très simple. C'est que celui qui est élu, il n'est redevable à personne. Ni à ceux qui l'ont élu, parce qu'il se réfugie derrière le décret de confirmation de son élection, pour dire que lui, il a un décret, ni à l'égard du gouvernement, parce qu'il considère qu'il a été élu. Ça donne quoi? Ça donne le fait qu'on peut perdre dans les caisses de l'université de Cocody 518 millions sans rendre compte. À personne, 518 millions. 518 millions, on peut perdre ça sans rendre compte. Ça donne également que des villages poussent sur nos sites universitaires sans que personne ne s'en rende compte. Parce que les universités ne sont pas gérées, le président a été élu. Tout puissant.
Voilà, oui, c'est ce que ça donne. Monsieur le ministre, je suis surpris de ce que vous dites, parce que Mme Ramata, qui est elle là, était vice-présidente avec le président Théa Goukou, ils ont été élus. Ça dit que Mme Ramata n'avait pas lu les textes avant de se présenter à cette élection-là? Non, je ne dis pas que Mme Ly Ramata assume quelques responsabilités. Là, il en met aujourd'hui. Je vous ai dit tout simplement que si les élections, à supposer qu'elles fussent régulières, avaient été organisées dans les conditions qu'il fallait, d'abord, Akengo n'aurait même pas pu se présenter. Ensuite, bien que ayant forcé la porte, ou le destin, il aurait été battu à plate couture. Il a fallu aller à un deuxième tour. Akengo a été élu par les étudiants qui ont menacé, et c'est de notoriété, qui ont menacé le corps électoral enseignant et personnel administratif et technique, qui ont installé Akengo. Donc c'est ça la réalité. Et donc c'est pour cette raison que je considère que les élections, d'abord par principe pour moi, conformément au texte, sont totalement illégales. Je ne parle pas de l'élection du professeur Akengo, je parle de la première élection du professeur Théa Goukou, dont Mme Ramata était la vice-présidente. Mais ça ne regarde que ceux qui ont organisé ces élections ou ceux qui étaient les protagonistes de ces différentes élections. Mais moi, je vous parle de l'avenir. Je vous dis que pour l'avenir, il faut respecter les textes. Si c'est ma position qui devait primer, c'est celle-là que je vais défendre. C'est celle-là que je vais défendre, faire respecter la loi. Je me suis voulu dire que les éminents professeurs de droit qui sont dans nos UFR n'ont pas lu ces textes-là et qu'ils en font vraiment à leur tête. Ben, écoutez, c'est vrai, vous êtes juriste, mais je présume qu'il y a des professeurs de droit aussi. Éminent professeur, pour éminent professeur, la loi, ce n'est pas moi qui l'ai écrite. La loi n'a pas été abrogée. Et les dispositions dont je vous parle existent bien dans la loi. Alors, je veux savoir, les éminents professeurs... Très bien. Et Guillaume Baton, on va passer à un autre point. On a compris, monsieur le ministre, que vous êtes pour les nominations. Parlons maintenant pour l'application de la loi. Tout à fait. Voilà. De 1995. C'est ça. Parlons maintenant des universités, des grandes écoles privées qui poussent partout, des écoles boutiques, il y a des écoles irrégulières. On se demande comment ces écoles sont là et on ne les ferme pas. Monsieur Fofana Lassine, les écoles boutiques ont existé. Mais à la date d'aujourd'hui, j'ai pu affirmer, sans aucune possibilité d'être contredit, que ces écoles-là sont loin dans nos souvenirs. C'est vrai, c'est moi qui dénonçais ces écoles. Et j'ai l'habitude de prendre chaque fois cette image d'une école qui prétend former des ingénieurs en électronique, qui se trouve au premier étage d'un immeuble, et dans une cour commune, et au bas de l'immeuble, bon, les bonnes dames pilent le foutou, sans que les effluves de la sauce graine ne perturbent les étudiants. C'est plus une grande cuisine qui n'est pas. Alors donc, ces écoles ont existé. Nous avons fait en sorte qu'il soit mis de l'ordre donc dans l'enseignement supérieur privé. Depuis mon arrivée, d'abord les conditions de création et d'ouverture de ces écoles ont été renforcées. Un arrêté a été pris qui donc définit les différentes conditions, parmi lesquelles il faut par exemple que l'école soit exploitée par une société anonyme. Pour qui c'est le parcours du combattant qu'il y a dans la création d'une société anonyme, ce n'est pas une petite condition. Ensuite, l'obtention d'une caution bancaire ou donnée par une maison d'assurance notoirement solvable à hauteur de 25 millions, et ainsi de suite. Le directeur des programmes, ou du moins le directeur des études, qui par le passé pouvait être un étudiant fraîchement sorti de sa deuxième année de BTS, aujourd'hui ne peut pas être moins qu'un assistant, c'est-à-dire un titulaire de doctorat,
ou bien un ingénieur conception d'un certain nombre d'années d'expérience. Donc les conditions ont été renforcées. Alors à la date d'aujourd'hui, toutes ces écoles, j'allais dire, qui contribuaient à ternir l'image de l'enseignement supérieur, sont en train d'être ou remises à niveau par leurs fondateurs, parce que des sanctions sont encourues qui consistent à ne pas y affecter d'étudiants, donc à ne pas leur accorder de subventions de l'État jusqu'à la fermeture définitive. Alors donc, ces écoles sont en train d'être mises à niveau pour les fondateurs qui veulent vraiment continuer à faire ce travail. Mais pour les autres, nous fermons systématiquement. Vous le savez peut-être, sinon je vous apprends, que dès la formation du gouvernement du 1er juin 2011, nous avons pris une décision de fermeture de quasiment 31 établissements. 31 établissements, dont certains avaient été autorisés pendant la période litigieuse, donc du 4 décembre 2010 à avril 2011. Et d'autres, parce que tout simplement, elles ne répondent pas, ces écoles, aux critères minimums de fonctionnement d'un établissement d'enseignement. Aujourd'hui, la troisième édition de l'évaluation des établissements d'enseignement supérieur privés est dans sa phase de dépouillement donc, des résultats. Donc très bientôt. Les évaluations n'ont pas été arrêtées. Les évaluations sont terminées cette année. Aujourd'hui, depuis hier plutôt, le comité de pilotage s'est réuni à l'ENS pour procéder au dépouillement. Et très bientôt, donc vous allez connaître la liste des établissements qui sont classés les meilleurs, mais aussi celle des établissements qui sont dans la zone rouge, c'est-à-dire dans la zone de relégation. Oui, parce que ce n'est pas publié encore jusqu'à présent la liste de ces établissements, donc on ne l'a pas. Mais ce sera fait très bientôt. Je veux dire la liste qui va sortir à l'issue de l'évaluation. Sinon, on connaît la liste des établissements d'enseignement supérieur privé. Vous mettrez aussi de l'ordre dans le contenu de la formation parce qu'il existe des diplômes, je crois, qui ne servent pas. Ben, évidemment que disons, le travail que nous faisons, ce n'est pas un travail qui s'arrête seulement à une évaluation des infrastructures ou des seuls équipements. C'est un travail qui va au-delà pour aller jusque dans le contenu des formations, dans la pertinence des formations, des filières qui sont choisies, et ainsi de suite. D'ailleurs, un travail qui nous a conduit à réduire le nombre de filières, de 53 filières à 27 environ. Voilà. Et Louis Kodiou. Oui, monsieur, mais je voudrais savoir que valent nos diplômes aujourd'hui. Cette question parce qu'il y a 3 ou 4 ans, le RESAO, qui est le réseau pour l'excellence de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest, tirait déjà la sonnette d'alarme pour dire que si on continuait comme les choses se passaient à l'époque, nos diplômes ne pèseraient pas plus lourd qu'un vulgaire chiffon. Ben, à la date d'aujourd'hui, d'abord, la question ne se pose pas concernant les diplômes de nos établissements d'enseignement supérieur public, que ce soit les universités ou les grandes écoles. Sans doute, du fait des difficultés que ces universités ont connues dans leur fonctionnement, je parlais tout à l'heure d'années académiques en dents de scie, dans une même UFR, à plus forte raison, entre une université et une autre. Mais cela dit, les diplômes qui sont délivrés le sont à l'issue d'années académiques qui sont effectivement exécutées conformément aux normes de l'UNESCO. Donc concernant les diplômes de nos universités, de nos grandes écoles publiques, la question ne se pose pas, ou en tout cas pas avec la même acuité que concernant donc les établissements d'enseignement supérieur privés. Mais même là aussi, les diplômes qui sont délivrés sont de deux ordres. D'abord, il y a le BTS. Le BTS, c'est un examen, un concours national, qui est organisé depuis que ce concours existe. Nous avons renforcé les dispositions concernant ce BTS. Nous avons conçu
un manuel de procédure pour arriver à un pilotage automatique donc de l'organisation donc de ce par exemple de cet examen du BTS. Bien, nous avons instauré la note éliminatoire. Ce que les étudiants ne voulaient pas, nous avons considéré que ce ne sont pas les étudiants qui doivent nous dicter leur désiderata. Il appartient à l'État donc de prendre les mesures pour relever le niveau donc des diplômes. Donc il y a une note éliminatoire désormais au BTS. Si vous avez 7 dans une matière qu'on considère comme étant une matière caractéristique de la filière dans laquelle vous êtes, c'est-à-dire une matière centrale, par exemple, vous voulez faire un BTS comptabilité, si vous avez un 7 dans une matière en comptabilité, malgré les bonnes notes que vous pouvez avoir dans les autres disciplines, vous ne serez pas admis. Bien. Ensuite, la deuxième catégorie de diplômes, ce sont les diplômes post-BTS. Et là aussi, il y a certains de ces diplômes qui sont des diplômes maison, mais il y en a d'autres pour lesquels les établissements sont obligés de passer par le ministère pour homologuer, j'allais dire la formation, et donc le diplôme au final. Alors, nous avons mis en place une commission qui est dirigée par le professeur Edmond Aboitier, que vous avez juste derrière vous, la directrice de cabinet, depuis au moins 3 à 4 ans. Donc cette commission statue sur les différents dossiers qui lui sont présentés. Et c'est une porte obligée pour aller demander l'homologation ou la certification du CAMES. Parce que ce à quoi nous avons assisté avant notre arrivée, c'est que des diplômes étaient homologués par le CAMES que le ministère ne connaissait pas. Désormais, c'est le mouvement inverse. Et selon les informations qui nous sont remontées, les conditions d'homologation que nous avons établies ici sont plus exigeantes, d'ailleurs même, que celles qui sont en vigueur au CAMES, de sorte que le travail du CAMES est devenu un travail très simple. À partir du moment où sort le dossier, que le ministère a mis un avis favorable, ils ne font qu'un véritable contrôle de régularité formelle des dossiers. On l'a constaté, monsieur le ministre, on a l'impression que dans les grandes écoles, on forme sans tenir compte des besoins des entreprises, parce que les diplômés cherchent des emplois, et les entreprises aussi cherchent des diplômés. C'est paradoxal. Vous avez tout à fait raison, M. Fofana Lansile. Justement, c'est pour répondre à cette problématique de l'inadéquation entre la formation et l'emploi que, en 2007 déjà, nous avons conclu un contrat de partenariat avec le secteur privé. Et ce contrat de partenariat nous a été imposé donc par le constat que les opérateurs privés, le secteur privé a des besoins immenses qui ne sont pas satisfaits quand nous avons des étudiants qui sortent avec des diplômes, de très hauts diplômes et qui ne trouvent pas du travail. Donc nous avons mis ensemble nos énergies, le secteur privé et nous-mêmes dans le cadre donc, de ce partenariat pour engager une enquête sur le terrain qui a duré 6 mois. Pour 6 mois d'enquête, donc ensemble, pour voir quels sont les profils qui sont recherchés, les filières qui sont demandées. Et c'est ainsi donc que nous sommes arrivés à contracter le volume de filières de 53 à 27 filières. Au jour d'aujourd'hui, donc, on peut dire que, toutes choses étant égales par ailleurs, que les formations que font nos établissements d'enseignement supérieur privés, nos universités privées, débouchent sur des besoins réels, puisque le travail est fait ensemble. Quand on demande à former une secrétaire de direction, alors qu'aujourd'hui on n'a plus besoin de secrétaire de direction, mais plutôt d'assistante, que le contenu de formation n'est pas exactement le même dans les deux cas. Donc, c'est ce qui donne cette situation à laquelle nous avons assisté et que nous sommes en train de résoudre. Et quelle est la réaction du ministre devant cette situation? Est-ce qu'un diplôme du privé, un diplôme d'une grande école vaut un diplôme de l'université? Parce que la fonction publique, le constat qu'on a fait, la fonction publique ne reconnaît que les diplômes venant de l'université. Non, ne soyez pas aussi affirmatif ni catégorique.
l'ex-président de l'université d'Abouba Djamé est à ma gauche, qui est venu me voir un jour pour me dire qu'à la fonction publique, on refusait de prendre dans la fonction publique des étudiants titulaires de la maîtrise dans une discipline, c'est-à-dire sciences de la terre ou bien sciences de la nature. Ah, il a donc fait le même constat que nous. Alors, donc, bon, les fonctionnaires de la fonction, du ministère de la fonction publique s'appuyaient sur un décret, lequel parle de sciences naturelles, là où en 2012 on parle de sciences de la nature ou bien des sciences de la terre. Donc ils disent que non, ils ne peuvent pas prendre ces étudiants. Donc le problème ne se pose pas seulement donc pour le privé, mais ça se pose aussi pour le public. Mais nous sommes en train de faire en sorte que les choses se résolvent à ce niveau. Mais cela dit, les diplômes délivrés par nos établissements d'enseignement supérieur privés sont reconnus à la fonction publique. Il y a, à part tout simplement ce détail dont je viens de vous parler, sinon les diplômes délivrés par les universités publiques et par les universités privées bénéficient de la caution scientifique des universités publiques. En d'autres termes, pour créer une université privée, il faut que le fondateur ait dans son dossier une convention signée entre lui et une université publique, de sorte que l'université publique puisse voir le contenu des formations, s'assurer que toutes les contraintes sont prises en compte, s'assurer que la formation se fait conformément aux normes de l'UNESCO, et alors en ce moment, le diplôme qui est délivré peut être considéré comme étant un diplôme délivré par une université publique. D'accord. Monsieur le ministre, il nous reste moins de 10 minutes, donc je voudrais que nous parlons recherche. Là, je vous en veux un peu, j'ai envie de dire nos chercheurs cherchent et trouvent, mais vous n'êtes pas à leur côté. Nous avons des exemples concrets. Je vous dis par exemple que le CNRA nous crée une forêt en plein Korogo. Le CNRA exporte ses connaissances, son savoir-faire, mais la Côte d'Ivoire n'utilise pas le CNRA. Je prends un autre exemple à l'université d'Abouba Djamé, le procès Emeroua, qui, avec des sciures de bois, nous fait des pavés pour remplacer le bitume. Mais là encore, monsieur le ministre, disons que vous ne soutenez pas trop les chercheurs. Je suis... d'accord avec moi. Malheureusement, en désaccord avec vous. Sans doute ce que nous faisons n'est pas suffisant, mais nous faisons beaucoup. Alors, le cri de guerre, j'ai failli dire, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique depuis que je suis arrivé à la tête de ce département, notre slogan, notre leitmotiv est que l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, moteur du développement. Nous sommes convaincus que c'est par la recherche scientifique que notre pays va atteindre le niveau de développement que nous recherchons nous tous. À preuve, la Corée du Sud. La Corée du Sud était loin derrière la Côte d'Ivoire en 72. C'est par la recherche scientifique que la Corée du Sud a réussi à se hisser au niveau où elle se trouve aujourd'hui. Donc pour nous, c'est une conviction. Pratiquement, nous considérons que cela devait être partagé par tout le monde et que cela relève de l'évidence que c'est par la recherche que notre pays pourra se développer. C'est ainsi donc qu'en arrivant à la tête du département, nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs, notamment la CEPRI. La CEPRI date de 2007. La CEPRI, c'est la semaine de promotion de la recherche et de l'innovation. C'est une plateforme d'échange entre les chercheurs et le secteur privé. Une plateforme de rencontre. Une plateforme qui permet de nouer des partenariats. Parce que nous sommes arrivés à la conclusion que c'est parce que nos acquis de la recherche, les résultats de la recherche ne sont pas valorisés comme il se doit. On a l'impression que nos chercheurs cherchent toujours et ne trouvent jamais. Or, moi, je suis de l'avis contraire. Je considère que nos chercheurs cherchent et ils trouvent même. Malheureusement,
les résultats de leurs recherches ne sont pas suffisamment connus. Et cette année, vous l'avez suivi, à Yamoussoukro, en marge donc du sommet des ministres en charge de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, nous avons tenu donc la CEPRI. C'était sans doute la 3e ou la 4e édition qui a été appréciée et qui vous a certainement permis de voir tout ce dont vous venez de parler, les prouesses de nos chercheurs. Nous allons désormais, avec le nouvel environnement qui se crée, essayer d'intensifier ces actions qui vont permettre vraiment de mettre nos chercheurs en perspective, qui vont permettre à nos chercheurs de continuer à donner le meilleur d'eux-mêmes. Pour terminer, Lassina Fofana, je suis celui, en tout cas, qui ne dort pas à cause des soucis de nos chercheurs. Aujourd'hui, j'ai tout fait pour que le président de la République, j'ai bousculé son calendrier pour qu'il reçoive un chercheur. Il était seul, le professeur Kwame Lazare. Il a été admis à l'Académie royale de Belgique et ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour ses beaux yeux. Je considère que c'est parce que le professeur Kwame Lazare s'est distingué comme chercheur. J'ai tout fait pour que le président de la République l'a reçu. Le président l'a reçu et au-delà du temps qu'il avait lui-même prévu, il est resté avec lui et il lui a donné tous les encouragements. Je viens de vous dire qu'il considère que l'université de Bouaké est désormais sa chose personnelle. Eh bien, Guillaume Bateau, c'est certainement la dernière question. Oui, bon, c'est vrai que le ministre ne dort pas, mais le budget de la recherche dans le budget national, il est à 0,0125%. Ah, monsieur le ministre, ça fait quand même beaucoup de temps que vous ne dormez pas, mais ça ne bouge pas beaucoup. Mais c'est vrai, Guillaume Bateau, c'est vrai, je ne dors pas beaucoup. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup de résultats, mais c'est vrai aussi que si j'avais pu bénéficier de l'appui des enseignants-chercheurs qui étaient au pouvoir, je serais très loin. Si j'avais eu, ne serait-ce qu'un soupçon, un zeste d'appui... Vous étiez martyrisé? Oui, je dis bien que si j'avais eu un soupçon, un zeste d'appui de la part des enseignants-chercheurs qui étaient au pouvoir, avant donc le régime actuel, je serais très 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 loin. Mais hélas, je peux vous dire que le Fonds national de la recherche scientifique, pour nous, est une voie obligée pour dynamiser notre dispositif de recherche. Ce fonds, il est actuellement en gestation. Il est à l'étape embryonnaire. Nous avons donc pu bénéficier donc de l'appui de la Suisse qui nous a accordé 5 milliards comme dotation initiale pour la mise en place de ce fonds. Alors, je termine pour dire que c'est depuis 2007 que nous avons mis ce dispositif en place. Et il est prévu que la Côte d'Ivoire donne la contrepartie de 5 milliards ou bien sa part de 5 milliards, la Suisse ayant donné 5 milliards, il faut que la Côte d'Ivoire donne 5 milliards, mais je n'ai pas eu les 5 milliards depuis 2007. Et j'ai cherché, j'ai demandé, j'ai frappé à toutes les portes. Certainement que vous aurez maintenant 10 milliards, monsieur le ministre, et que, que vous allez atteindre les 1% du plan de Lagos qui est quand même l'objectif sous-régional. Non, mon ambition, mon ambition est de dépasser 1%. Avec le président de la République. À quelle échéance? Peut-être dans les mois à venir, peut-être dans 1 an ou 2 ans, parce que le président de la République, dans son programme de gouvernement, a dit qu'il faut absolument mettre en place un fonds national de la recherche scientifique. C'est inscrit dans son programme de gouvernement. Donc ce n'est pas lui qui ferait des difficultés à faire en sorte que nous puissions mettre ce fonds en place. Aujourd'hui encore, je lui ai rappelé, et le président a décidé à faire en sorte que ce fonds soit mis en place dans les meilleurs délais. C'est ce qui me rend optimiste. Et c'est ce que nous avons choisi comme votre conclusion aussi. Merci monsieur le ministre, d'être venu nous éclairer sur la situation dans l'enseignement supérieur. Elvis Kodjo et Guillaume Bateau, merci de m'avoir accompagné le long de cette émission. À vous, téléspectateurs, je vous souhaite une bonne suite de programmes sur RTI 1. Et on retient que la rentrée à l'université, c'est le 3 septembre 2012. Merci et bonsoir.